Donc, ce cas est rare hein, pour le neutralisme, quand deux espèces qui cohabitent sans avoir aucune influence l'une sur l'autre. Le cas, il est rare parce que généralement, deux espèces différentes, il y a toujours des interactions entre eux. Donc, par exemple, le cas ici, le cas du chien et de l'hérisson, par exemple. Le chien et l'hérisson, ce sont deux relations de neutralisme. Les deux espèces, ils peuvent vivre ensemble sans que le chien va manger ou bien va éliminer l'hérisson et sans que l'hérisson va faire de même pour le chien. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que le neutralisme, euh, il n'y a aucune des espèces qui est affectée par la présence par la présence de l'autre. Voilà. Donc, elles partagent simplement le même espace ou bien le même habitat sans faire de concurrence, non, ni de bénéficier mutuels. Donc, ils vont vivre ensemble sans interaction entre eux. Pour la compétition intra-spécifique, ici, la compétition, pas interspécifique, mais intraspécifique, elle se passe bien sûr entre deux ou plusieurs espèces différentes. Ça veut dire qu'on doit avoir deux espèces différentes et plus. C'est pour ça qu'on parle d'hétéro ou bien d'interspécifique. Inter, ça veut dire plusieurs espèces qui vont être en compétition et qui vont chercher les mêmes ressources du milieu. Ça veut dire que si cette espèce, elle va avoir comme nourriture cette espèce, donc ici la compétition, elle devient rude. Euh, que ce soit pour la nourriture, moi je donne toujours l'exemple de la nourriture parce que c'est très important pour les animaux, mais aussi pour les espaces, l'abri, hein, pour habiter, la recherche de nourriture, la recherche de l'eau, etc. Donc on a plusieurs autres ressources qui vont être une source de compétition entre les espèces. Donc la compétition ici, elle se déclenche comme des formes ou bien de sortes de combats entre eux. Donc, ils vont se bagarrer entre eux pour cette ressource qui va manquer. Euh, alors, pour la compétition, ici, on peut voir que elle est pour la compétition interspécifique, elle va être négative pour les deux autres espèces parce que l'une va être mangée et l'autre, elle va compétitionner avec d'autres espèces de son même genre. Alors, pour la prédation, donc ici, un prédateur va modifier, hein, il va modifier l'abondance des espèces proies. Donc, nous avons le prédateur et nous avons la proie. Comme par exemple ici, le prédateur c'est le lapin, pardon, le prédateur c'est le renard et la proie c'est le lapin. Donc le prédateur il va chasser le lapin hein, pour se nourrir. Donc ici la prédation, il va modifier quand il va chasser le lapin, il va modifier l'abondance. Donc c'est un individu de moins pour l'espèce proie. Mais il ne conduira pas les proies jusqu'à l'extinction. Hein. Ici, ça veut dire que cette espèce de prédateur, il va choisir sa proie. Mais il va faire de sorte que ces proies, ils vont pas ils vont pas s'éténuer ou bien ils vont pas n'être plus sur le territoire parce qu'il ne va plus retrouver quoi manger. Donc, c'est grosso modo ce lien entre eux.
Et aussi, il y a une relation profitable pour le prédateur. Donc, le prédateur ici, puisqu'il mange et il trouve quoi manger, donc c'est une relation positive, ou bien elle interagit positivement pour le prédateur, mais négativement pour la proie qui va être tuée, car la population des lapins, comme je vous ai dit, elle va être diminuée, parce qu'à chaque fois que un lapin va être chassé, il va mourir, et donc la population ici, elle va diminuer. On va parler un petit peu de la forme ou bien des types de prédation, parce que nous avons plusieurs types. Ici, nous avons 3 types de prédateurs. On parle de prédateurs polyphages quand il y a un grand nombre d'espèces de proies. Ça veut dire que cette espèce, quand elle trouve plusieurs espèces de proie qui est le lapin, elle devient alors une espèce ou bien un prédateur qui est polyphage. Donc, il a le choix de chasser sa proie. Nous avons aussi le deuxième type qui est le type oligophage. Ici, le type oligophage, nous avons, le prédateur, il a seulement quelques espèces de proies. Donc ici, le choix, il devient limité par rapport à l'espèce polyphage. Et nous avons aussi là le prédateur monophage. Le prédateur monophage, ça veut dire qu'il a un seul type d'espèce pour manger. Ça veut dire que si il n'y a pas ce type d'espèce, hein, comme par exemple un prédateur qui se nourrit exclusivement de lapins, s'il n'y a pas de lapin, ce prédateur, il ne va pas trouver quoi manger. Donc c'est pour ça qu'on parle de 3 types de prédateurs. Un prédateur polyphage qui a l'embarras du choix, il peut choisir ou bien il peut manger n'importe quelle espèce proie. Il y a les oligophages qui ont seulement quelques espèces. Par exemple, ils ont 5 espèces, 4 espèces, 3 espèces pour manger, bien précises. Et le monophage, ça veut dire qu'il a une seule espèce. Il doit se nourrir d'une seule espèce. Quand on parle des espèces de prédation, ici on va parler des parasites. Comment ça s'appelle, la relation de parasitisme. C'est pas écrit ici, je vais l'écrire tout de suite. Bien sûr, cet exposé, vous allez le retrouver sur la plateforme Moodle. Ici, nous avons le parasitisme. Alors, cette forme d'interaction qui est bien sûr hétérotypique, interspécifique, hétérotypique, et interspécifique. Donc le parasitisme, pour plus de connaissances, vous allez trouver aussi les définitions de chaque interaction sur le polycopie, que ce soit de cours ou bien de TD. Le parasitisme, il correspond à une association unilatérale plus ou moins étroite avec les organismes différents. Donc le parasite, ici, il vit, hein, le parasite, il va vivre il va vivre aux dépens d'un autre être vivant
qui est appelé l'hôte. Donc, dans la relation de parasitisme, nous avons l'espèce proie, et bien sûr l'espèce hôte. Donc, l'espèce proie, hein, ou bien l'espèce parasite, hein, l'espèce proie qui est l'espèce parasite, elle va vivre aux dépens de, ou bien c'est l'espèce hôte qui va vivre aux dépens de son espèce proie qui est appelée l'hôte. Donc, le parasitisme correspond, c'est une association unilatérale. Ça veut dire quoi unilatérale? Ça veut dire elle va dans un seul sens, unilatéral, plus ou moins étroite avec les organismes différents. Ici, c'est le parasite, hein, c'est l'espèce proie ou bien le parasite qui va vivre aux dépens d'une autre espèce qui est l'espèce hôte. L'espèce hôte ici, ça veut dire c'est l'espèce qui va accueillir le parasite. Donc nous avons deux types de parasites. Nous avons l'ectoparasite et nous avons l'endoparasite. C'est-à-dire l'ectoparasite ici, il est lié à la surface de l'hôte, sur les poils par exemple, sur la peau, etc. Le parasite, il est hématophage. Hématophage, ça veut dire il vit sur la surface de l'hôte, sur la surface, et pas à l'intérieur de l'organisme de l'hôte. Donc, on va parler de relation bien de type ectoparasite qui est lié à la surface de l'hôte. Quand on parle de surface de l'hôte, nous avons par exemple sur les poils, sur la peau, sur les cheveux, etc. Je vous donne un exemple de poux. Hein. Nous, par exemple, les poux, ou les gmel, dans notre dialecte arabe, les poux, c'est des parasites qui vont venir s'installer sur nos cheveux. Donc, le poux ici, c'est le parasite en lui-même, et les cheveux, qui est l'organisme, c'est l'homme en lui-même, que ce soit l'homme ou bien un autre animal. J'espère que vous avez bien compris la relation d'ectoparasite. On passe à la relation endoparasite, et si c'est totalement le contraire. Ici, le parasite, il va venir vivre sur une partie de leur cycle de vie à l'intérieur de l'hôte. Ici, c'est à la surface de l'hôte, ça veut dire l'extérieur, mais l'endoparasite, déjà endo, ça veut dire intérieur. Endoparasite, ça veut dire qu'il va vivre une partie du cycle de vie à l'intérieur de l'hôte, seulement une seule partie. Il ne va pas passer toute sa vie à l'intérieur de l'hôte, mais seulement une partie. Comme par exemple l'ascarie. L'ascarie, ce sont des endoparasites, par exemple, qui vivent dans les intestins des animaux. Donc les intestins, c'est à l'intérieur de l'organisme. Alors que ici, les poux, ils peuvent s'installer sur la surface de l'hôte. Donc ce sont des ectoparasites. Alors, plus d'exemples. Chez les végétaux, nous avons deux types, par exemple, de plantes qui sont parasites. On parle de parasites complets. Ici, ils sont dépourvus de chlorophylle, c'est-à-dire ils n'ont pas de chlorophylle pour déclencher la photosynthèse. Ils sont incapables de synthétiser eux-mêmes leur nourriture. Ça veut dire qu'ils vont dépendre de l'espèce hôte pour gratter ou pour sucer leur nourriture. Donc, ils dépendent, hein, les parasites complets, ces parasites complets, ils vont dépendre totalement des
système photosynthétique et racineur de leur hôte et pas de système photosynthétique de eux leurs-mêmes. Ils vont dépendre de leur hôte pour les nourrir. Ça, c'est pour les parasites complets. Chez les végétaux aussi, nous avons d'autres types de parasites qui sont appelés hémiparasites. Ces hémiparasites sont pourvus de chlorophylle, ça veut dire ils ont la chlorophylle et ils peuvent synthétiser eux-mêmes leur nourriture. Mais le problème ici, c'est que ils ne vont pas aller puiser d'autres éléments nutritifs vitaux dont elles ont besoin. Ça veut dire qu'ils peuvent faire la photosynthèse, ils peuvent faire la nourriture de photosynthèse, etc. Mais la plante, comme vous le connaissez, elle ne dépend pas que de la photosynthèse. Il y a aussi d'autres matières minérales, etc. pour garantir leurs besoins. Donc, c'est la plante hôte, ils vont s'installer auprès de la plante hôte pour garantir justement les nourritures dont ils ont besoin et dont ils ne sont pas capables de produire. Voilà la différence entre ces deux types de plantes parasites. Alors, on va passer à l'autre type de relation hétérotypique, interspécifique, c'est l'amensalisme. L'amensalisme ici, c'est une espèce qui est inhibée dans sa croissance. Donc l'espèce, nous avons deux types d'espèces. Une espèce, elle est inhibée ou bien elle est éliminée dans sa croissance ou dans sa reproduction par une autre espèce, une espèce inhibitrice. Donc, l'espèce inhibitrice, elle est appelée l'espèce amensale. Donc, cette espèce, elle va stopper, elle va éliminer la croissance ou la reproduction d'une autre espèce. Donc, c'est une action qui est bénéfique pour l'espèce amensale, elle est bénéfique pour l'espèce amensale, mais elle est totalement négative pour l'espèce inhibée, l'autre espèce qui est arrêtée ou là qui est inhibée. Donc, l'espèce amensale qui, par exemple, cet arbre qu'on appelle le noyer, elle va sécréter, par exemple, elle va sécréter une substance chimique, comme vous pouvez le voir ici. Elle a des racines qui vont tomber sur le sol. Ces feuilles, ils sont toxiques. Ils vont sécréter une substance chimique qui est toxique, le tanin, ou bien le phénol, il y a aussi d'autres appellations, qui est lancé dans la surface ou bien dans les alentours de cette espèce. Donc, quand elle lâche ou bien quand elle sécrète ces substances chimiques, elle va stopper ou bien elle va inhiber toutes les autres espèces qui vont venir s'installer ici. Donc, on appelle ça le cercle de la sorcière. Le cercle de la sorcière, ça veut dire cet arbre va stopper ou bien il va éliminer les autres espèces dans sa surface et c'est aussi une sorte de compétition ou bien une sorte d'élimination des autres espèces pour gagner plus de territoire. Ok, chez les végétaux, il est appelé l'allélopathie ou bien pathie. Donc, par exemple, je vous ai donné l'exemple de noyer qui va rejeter par ses racines ou bien par ses feuilles, etc., des substances qui sont vraiment toxiques et il va inhiber ou bien il va stopper les différentes espèces pour pousser à côté de lui.
Je passe à la symbiose. Par définition, la symbiose, c'est une association qui est obligatoire entre deux partenaires, c'est-à-dire c'est une association qui est obligatoire et elle est aussi indispensable entre deux espèces. Donc ici, chaque espèce, elle ne pourra vivre ou bien se développer ou bien s'accroître ou bien se reproduire qu'en présence de l'autre espèce. Nous avons un exemple qui est très très connu et très commun, c'est les lichens. Si vous voyez des arbres à l'extérieur et vous voyez des taches sur ces arbres, ça, ce sont des lichens qui vont s'installer sur ces arbres pour survivre. Ça veut dire que l'espèce, elle ne peut se passer de l'autre, que ce soit les lichens ou bien l'arbre. Donc, les lichens, ils se forment par l'association d'une algue et d'un champignon. Donc, c'est une relation qui est complémentaire et qui est nécessaire pour vivre, pour croître et pour se développer. Et bien sûr, il faut la présence de ces deux espèces. Donc, on peut dire que c'est une relation qui est bénéfique pour les deux espèces. Que ce soit l'association des lichens, que ce soit l'association des algues avec leur hôte qui est l'arbre. Et bien sûr, cette association, elle est bénéfique. Pourquoi? Parce que ces lichens, par exemple, ou bien ces champignons, ces algues, ils vont être nourris par l'arbre et l'arbre aussi, il peut se nourrir de ces lichens justement pour avoir des substances qu'il ne peut pas avoir sur le sol, etc. Donc, c'est une relation qui est bénéfique. Passons à une autre relation. Ici, nous avons le mutualisme ou bien la coopération. Ici aussi, c'est une forme de... c'est comme la symbiose, c'est une forme de... c'est une forme de complémentarité. Donc ici, les espèces, ils ne peuvent vivre, croître ou se multiplier qu'en présence de l'espèce mutuelle. Donc ce sont des espèces mutuelles entre eux. Donc ils partagent le bénéfice de territoire par les deux espèces. Donc celle-ci, elle va profiter de l'autre et l'autre, elle va profiter de l'autre espèce aussi. Donc, les deux espèces ici, ils bénéficient réciproquement des ressources qui vont leur offrir comme la protection contre les ennemis, la pollinisation, l'apport de nutriments, etc. Je vous donne l'exemple de ce poisson qui s'appelle le poisson clown et l'anémone de mer qui est cette plante. Donc, ces espèces vivent en coopération ou bien en mutualisme entre eux. Cette espèce de poisson, elle peut avoir un abri, elle peut se cacher ici sur cette espèce végétale et elle peut se nourrir et se cacher des prédateurs, etc. Et pour l'autre, c'est la même chose. Quand il y a cette espèce, elle peut se nourrir sur ce qu'elle a de parasites sur elle-même. Donc, vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'on parle de relation bénéfique. Bénéfique, ça veut dire qu'elle est bénéfique pour les deux espèces. Mais il faut savoir aussi qu'elle est non obligatoire entre les deux espèces vivantes. Ça veut dire que cette espèce de poisson, si elle va partir, l'autre espèce de végétal ou bien l'anémone de mer, elle ne va pas mourir. Et le contraire, il est possible. Donc, c'est une association bénéfique s'ils trouvent entre eux tous les deux, mais elle n'est pas obligatoire entre les deux espèces. Donc ici, les relations sont bénéfiques ou bien elles sont positives pour les
deux espèces. Passons au commensalisme. Donc le commensalisme ici, c'est une association d'une espèce commensale qui va tirer profit, donc qui va profiter d'une autre espèce qui n'en tire aucun avantage. Donc ici, l'espèce qui est dite commensale, c'est elle qui va bénéficier de l'autre espèce qui est dite l'hôte, mais sans nuire à ce dernier. Par exemple, nous avons ici le requin. Le requin et les poissons pilotes. Le poisson pilote ici, c'est l'espèce commensale. Et le requin, c'est l'espèce hôte. Donc, le requin ici, il a des particules sur sa surface, sur la surface de ses écailles ou bien de son corps, où les espèces pilotes, ils peuvent se nourrir sur le requin. Donc, ils vont trouver plein de nourriture sur l'espèce hôte qui est le requin. Donc, les poissons pilotes, ils vont se nourrir, donc c'est eux qui vont tirer le bénéfice. Mais quand je dis tirer le bénéfice, ça veut dire ils ne vont pas le gêner ou bien ils ne vont pas le déranger. Par contre, le requin, il n'a aucun intérêt avec le poisson pilote. Il ne peut même pas le manger parce que c'est pas une espèce sur laquelle il peut compter pour se nourrir. Donc, il va laisser ces espèces pilotes pour, entre parenthèses, nettoyer la surface de son corps. Donc, je répète, ce sont des espèces, l'espèce qui est dite commensale, les poissons pilotes, ils vont bénéficier de l'autre espèce qui est le requin, mais sans nuire à ce dernier. Ça veut dire qu'ils ne vont pas le déranger. Ils vont juste nourrir, ils vont ensuite partir. Donc, ici, l'espèce commensale, cette relation, elle est positive. Pourquoi elle est positive? Parce que c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont se nourrir de l'espèce hôte. Alors que l'espèce hôte, c'est une relation neutre. Ici, neutre, zéro. Pourquoi? Parce que cette espèce, qui est le requin ici, ou bien l'espèce hôte, elle ne va pas être dérangée et elle ne va pas être gênée par la présence de l'espèce commensale. Donc voilà, moi j'ai terminé grosso modo donc les interactions biotiques. Nous avons vu la différence entre c'est quoi une relation homotypique et c'est quoi une relation hétérotypique. C'est très important de savoir la différence entre ces deux relations. Nous avons vu que les relations homotypiques, ce sont les relations qui se passent entre les individus de la même espèce, alors que, et on les a aussi appelées relations intraspécifiques. Alors que les relations hétérotypiques, ce sont les relations qui se passent entre les différents individus de différentes espèces et on les appelle aussi les relations interspécifiques. Nous avons vu les différentes relations intraspécifiques homotypiques sont des relations entre les individus au sein de la même espèce. Nous avons vu l'effet de groupe. Nous avons vu l'effet de masse et la compétition intraspécifique. Pour les relations interspécifiques, on peut aussi les appeler hétérotypiques. Ce sont des relations qui se passent entre les individus de différentes espèces. Donc, c'est ça la différence. Même espèce, différentes espèces. Et nous avons vu aussi les différents types de relations comme on a bien expliqué tout à l'heure. Alors, vous aurez un exercice de compréhension qui est un travail de groupe. Donc, ce travail de groupe, je vais vous l'afficher dans la plateforme Moodle. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que
les mêmes groupes qui sont regroupés pour les exposés. أنا ماذا بيا تكونوا في les mêmes groupes pour faire cet exercice. Cet exercice, bien sûr, il va être compté dans votre note de contrôle continu. Donc, vous aurez contrôle continu, vous aurez les exposés et ce travail de groupe. Hein, ce travail va vous aider en quelque sorte. Et je vais aussi tester votre compréhension dans ce que nous avons expliqué aujourd'hui, dans ces relations intra- et interspécifiques. Je vais vous afficher les deux exercices. Donc, vous avez l'exercice numéro 1, où vous allez placer les relations, etc., dans les cases. Et aussi, vous allez me mettre plus, moins, 0, hein, pour les espèces qui sont non affectées, c'est un 0, hein, neutre comme on l'a dit tout à l'heure, plus c'est pour les espèces qui sont bénéfiques, moins pour les espèces qui sont perturbées. D'accord? Alors, je vais vous afficher tout ça. Et bien sûr, j'attends votre retour. La date limite, c'est la date que je vous ai affichée pour les exposer. Donc, il faut m'envoyer ces exercices sur la plateforme Moodle ou bien sur mon email avant le délai que je vous ai affiché pour la date limite des exposés. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ces différentes interactions. Bien sûr, vous aurez cet exposé, vous aurez aussi le polycopier de cours et vous avez aussi le polycopier de TD où vous pouvez avoir plus d'informations, où vous pouvez comprendre encore plus. Si vous avez des questions, moi je le répète souvent, si vous avez des questions par rapport à cette section, vous allez trouver l'espace de chat room où vous pouvez me poser n'importe quelle question pour répondre à votre questionnement. Merci et à la prochaine fois.